Aujourd'hui, nous allons parler d'un vaste sujet. C'est quoi la France? En d'autres termes, c'est quoi les peuples de France? Alors, je vais faire un petit préambule un peu plus long que d'habitude parce qu'il me faut exposer les œuvres françaises, c'est-à-dire les inventions, l'apport qu'a apporté la France au monde. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que il y en a beaucoup. Je parle d'inventions brevetées, reconnues au niveau mondial. Je n'inclus pas la cuisine parce qu'il y en aurait beaucoup, et ni les arts parce que c'est pas des brevets, ni la philosophie, etc. Je parle vraiment d'invention, alors que vous savez que la philosophie française, les penseurs français ont marqué la culture mondiale, ainsi que l'art. Donc là, je parle vraiment spécifiquement des inventions. Alors je vais commencer un petit peu par la préhistoire, puisque la France a été un lieu de rencontre, de croisement des peuples préhistoriques. Vous avez par exemple moins 175 000 ans, 175 000 ans. Après, dans la partie historique, je reviendrai sur l'histoire de la France, mais la grotte de Bruniquel, 32 000 ans, moins 32 000 ans. La grotte de Chauvet, 22 000 ans, c'est la culture solutréenne. Il y a des pièces bifaces très fines, traitement par le feu, aiguille à chat, c'est-à-dire la couture, et peut-être des premiers habitants d'Amérique. Ça, c'est la théorie solutréenne. Très intéressant. Donc c'est une région qui va jusqu'au Pays Basque, dans le sud-ouest. Moins 22 000 ans, la dame de Brasson-Puy. Moins 20 000 ans, bon ça c'est Doggerland, etc. Moins 2000 ans, la grotte de Chauvet, non on l'a déjà dit, la grotte de Lascaux, pardon. Moins 10 000 ans, vous avez les tablettes de Glosel, une proto-écriture, controversée certes, mais enfin elle existe. Les alignements de Karnak, presque 5000 ans, 4794 ans. Donc vous voyez rien que la partie préhistorique, elle est dense. Voilà, ça c'est tout de même un héritage que nous avons. Alors maintenant, je parle des Celtes, parce qu'on a tendance à oublier les Celtes. Les Celtes étaient de grands inventeurs, c'était une grande civilisation. Alors, la moissonneuse des champs, le soc d'arrêt, la herse ferrée, la roue cerclée de fer, le fertilisant, la faux, la serpe, le tonneau, le tour à potier, le couteau pliable, vous savez, comme l'opinel, la côte de maille, le fer à clous, le tamis, le savon, lustrant, la torque c'est un bijou autour du cou, vous savez. Tout ce qui est un peu cosmétique, les instruments de cosmétique, les ancêtres des ciseaux, l'épingle à nourrice, le matelas de laine, le pantalon, la braie, les brocs, les chaussures, la cervoise, donc la bière, la charcuterie, c'est-à-dire la salaison, le briquet, voilà, quelques-unes des inventions des Celtes. Et en fait, les Celtes il y avait les Gaulois, donc en France, mais ce sont des Celtes, et c'est une civilisation extrêmement avancée. Bon, maintenant, je vais classer un peu par thème. Alors, l'architecture, vous avez les cathédrales, etc. Donc, la voûte d'arête, l'arc brisé. Alors, les instruments de mesure, vous savez, comme pour tout ce qui est géomètre et ainsi de suite. L'allomètre, instrument de mesure, premier brevet d'invention en France, 1550. Donc ça, c'est le premier brevet enregistré en France. Le niveau à bulle d'air, le niveau optique, donc ça commence à être très intéressant. Le gyroscope. Alors, les outils industriels, alors là, il y en a vraiment beaucoup. Je vais aller dans les plus grands. Métier à tisser, cocotte minute, papier en fibre de bois, l'ascenseur à contrepoids, l'horloge, la tour, la machine à tour, ceinture de sauvetage, le tuyau en caoutchouc, l'eau de javel, métier à tisser, de la dentelle, qui est toujours un savoir-faire français, les conserves alimentaires, le crayon, la montre à échappement, c'est-à-dire les montres à remontage, le métier à tisser jacquard, le gaz d'éclairage, les allumettes, le taille-crayon, la serrure à combinaison, le réveil matin,
le nettoyage à sec, la machine frigorifique à compression, la pile sèche, l'ascenseur hydraulique, la douche, la raquette de tennis, la corde de boyau, la fosse septique, la soudure à l'arc, transformateur électrique, le pistolet de peinture, la soie artificielle, la machine à écrire pour aveugles, ça y est, en braille, le soutien-gorge moderne, le sèche-cheveux, l'oscillographe, vous savez, pour mesurer l'électricité, la pétanque, hein. La radio TSF changeable, le sonar, le tube à rouge à lèvres, la rustine, la machine à enfranchir, Max, la machine à affranchir, l'antivol Neumann, l'horloge parlante, la radioactivité artificielle, les bikinis, briquets à gaz, le stylo à billes, à bic, le stylo à billes, à bic, le bic, la poêle Tefal, l'enceinte acoustique à amplificateur incorporé, les enceintes, hein, donc ça c'est K-Base, le fer à coiffer électrique, le Kawe, le premier robot de cuisine, le digicode, vous savez, pour entrer pour chez vous, le rodateur, bon, l'absorpteur d'humidité, le four solaire, bon voilà. Hein. Maintenant, il y a une grande partie qui est très intéressante parce que c'est les inventions liées à tout ce qui est moteur, véhicule, avion, voiture. Et là, les Français ont eu un apport très important. Donc la première principe d'une machine à piston à vapeur, monsieur Denis Papin, le piston à vapeur, donc le bateau à vapeur, l'automobile avec Cugnot, la machine à vapeur à chaudrière tubulaire, l'aérostat, c'est la montgolfière, le parachute, le moteur à combustion, la locomotive à chaudière tubulaire, la turbine hydraulique, le véhicule à air comprimé, les voitures à air comprimé, l'hélice moderne, ça, les pales, le cuirassé, premier cuirassé en fer, le frein d'urgence pour locomotive, l'avion motorisé sans pilote, donc le premier drone, le moteur à injection, le servomoteur, ça en aviation c'est très important, le frein à air comprimé, le vélo, le plongeur sous-marin à moteur à air comprimé, vous savez, le scaphandre autonome, le moteur solaire, roulement à billes, bicyclette à chaîne, le moteur à combustion à explosion, la moto, le premier aéroplane en modèle réduit, le moteur refroidi par air, l'automobile à vapeur produite en série, la voiture électrique, l'automobile mue par un moteur 4 temps, la locomotive électrique, le premier avion, prototype d'avion qui s'appelait Éole, pneumatique démontable à chambre à air, Michelin, ballon sonde, automobile équipée de pneumatiques, donc aussi avec Michelin, dérailleur pour vélo, automobile à allumage par batterie, vous savez, avant il fallait mouliner, hein. Camion moteur à essence, l'hydroglisseur, boîte à vitesse prise directe, turbine à vapeur, moteur multi-soupape, le scooter, le moteur V8, la moto à suspension avant, la fourche télescopique, l'aileron d'avion, le manche à balai pour piloter, l'avion monoplan, l'hélicoptère, la boîte à vitesse automatique, l'hydravion, premier avion dépassant les 100 km/h, le badin, c'est pour mesurer la vitesse d'un avion, les palmes modernes, l'ABS, la Micheline, les locomotives, je ne peux pas tout citer parce qu'il y en a trop, les fusées à étage, le vélo Selex, l'hélicoptère à turbine, etc. Et j'en passe des meilleurs. Bon, dans l'armement, la baïonnette, guillotine, la balle d'arme à feu, vous savez, les cartouches à percussion, ça c'est une invention française, et surtout la poudre sans fumée, c'est ce qui a révolutionné l'armement, hein, parce qu'avant c'était la poudre noire. Le char de combat, le fusil sous-marin, le brevet de la bombe atomique, c'est un brevet français. Dans le domaine des calculateurs, bon, vous avez la Pascaline de Pascal, 1642, c'est la première machine à calculer, moderne. L'arithmètre, machine à calculer mécanique, la machine à calculer pouvant extraire des racines carrées, fabrication assistée par ordinateur, avant tout le monde. Le micro-ordinateur, le premier micro-ordinateur a été inventé par un Français, c'est le Micral, c'est 1972. Prologue, langage informatique, la carte à puce, vous savez les cartes à puce, c'est un Français qui a inventé ça. Le langage de programmation, il y en a pas mal, turbo, etc. Le format de compression DivX, par exemple. Bon, dans la médecine, je vais m'arrêter parce que là, il y en a beaucoup. Bon, le vaccin contre la rage, il y a vraiment trop. Le test de dépistage du sida, il y a vraiment, je vous mettrai le fichier PDF.
Dans le génie civil, bon, le pont suspendu, carottage électrique, le béton armé. Et le dernier lot, c'est le cinéma et la photographie. Les Français ont tout inventé, tout inventé. L'appareil photo, c'est français, le cinématographe, c'est français. Mais bon, je veux dire, des perfectionnements comme le ferrotype, la cellule photovoltaïque, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, donc ça c'était un petit prologue un peu long, je m'en excuse, mais pour que vous compreniez que je ne parle même pas de littérature et de philosophie, parce que là, c'est la France est sans doute un des premiers donateurs au monde, si vous voulez. Alors, maintenant, commençons... bon, c'était un peu l'introduction de prologue en même temps. Hein. Là, je commence la partie historique. Alors, la partie historique, les premiers habitants du territoire français datent d'il y a 1 million d'années, a priori. Hein. C'est des Homo erectus, même avant Homo erectus d'ailleurs. On a des traces de 1 million, 1,5 million, d'accord? Mais on a découvert des traces d'hominidés. Alors, hominidés, c'est pas forcément nos ancêtres directs, hein, d'accord? C'est un animal qui marche à 2 pattes, plus ou moins. C'est un primate toujours, mais de forme hominidée, c'est-à-dire de forme humaine, parce que les dents sont différentes, les molaires, etc. Donc, il y a des signes. Et là, on parle de 7 millions d'années, d'accord? 7,2 millions d'années, et il a été trouvé en Grèce, et c'est le Grécopithèque. Et donc, le Grécopithèque serait le plus ancien hominidé au monde, avant l'Afrique, d'accord? Bon, ça ne remet pas en question l'importance de l'Afrique, mais tout ça pour vous dire que voilà, rien n'est figé en science. Hein. Bon, alors maintenant, nos ancêtres directs, commençons par Néandertal. C'est sans doute, bon, Homo erectus est arrivé il y a 700 000 ans, ça a donné Homo neanderthalis et l'homme de Denisova, et à 30 000 ans, 35 000 ans, l'homme moderne, Homo sapiens, est arrivé, et c'est sans doute mélangé avec Néandertal, on le sait maintenant, puisqu'on a tous un peu de gènes néandertaliens. Alors, je vous ai déjà cité les grottes, etc., donc je ne le renommais pas. Mais voilà, la France est un pays occupé et peuplé depuis bien longtemps, fort longtemps. Alors, bien évidemment, la civilisation celte est très importante, puisque la France, comprenez-vous, d'un point de vue géographique, la France est un, si vous voulez, et l'arrivée des peuples, de tous les peuples migrants, arrive en France. Hein, les Indo-Européens, et avant les Indo-Européens, il y avait les Doggerland, hein, les habitants du Doggerland, et ensuite les Celtes, les Germains plus tard, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, les premiers habitants de la France, ce sont les hommes de la préhistoire. Ensuite, nous avons Doggerland, c'est-à-dire c'est toujours cette prolongation de la préhistoire avec toute la civilisation des mégalithes, si vous voulez. Hein. Et notamment en France, c'est vraiment très particulier parce qu'il y en a beaucoup, notamment en Bretagne, bien évidemment. Et les alignements de Karnak, c'est avant les pyramides d'Égypte, hein, pour vous situer. Grande civilisation, peut-être des proto-écritures, hein, comme ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, bien évidemment, Rome envahit la Gaule, c'est la fin de la Gaule indépendante, et ce qui va créer la civilisation gallo-romaine, qui est aussi une grande civilisation, jusqu'à l'arrivée des Francs. Alors l'arrivée des Francs va sonner la christianisation de la France, puisque avant la France était païenne. Hein. Donc ce sont les premiers Francs, ce sont les Mérovingiens, ce sont la lignée mérovingienne, et c'est un système autocratique, hein, c'est-à-dire un système assez totalitaire qui prennent le pouvoir, mais les Francs ne remplacent pas les Celtes. C'est une élite qui s'impose, si vous voulez. La majorité du peuple est gallo-romain, toujours. Hein. Vous avez ensuite les Carolingiens qui prennent le pouvoir, c'est les maires du palais, ce qu'on appelle, c'était des hauts fonctionnaires nobles, hein, bien évidemment, mais qui font une petite révolution, la première des révolutions, et là on crée le système féodal, hein, les fiefs, etc. Mais le pouvoir est un peu moins centralisé. Il l'est toujours, mais un peu moins par rapport aux Mérovingiens qui étaient vraiment plus autocratiques. Et ensuite, une troisième petite révolution apparaît avec les Capétiens, ce qu'on appelle la troisième race, hein, chez les rois. Les Capétiens, si vous voulez, c'est la plus ancienne lignée royale existante sur Terre, hein, puisque aujourd'hui c'est la maison des Bourbons. Alors c'est intéressant parce que les Capétiens vont commencer à créer des parlements.
ils vont commencer à créer des chambres, c'est-à-dire des chambres de justice, d'enquête et de requête. Donc c'est un début pas de démocratie, il ne faut pas exagérer, mais c'est quelque chose qui est bien avant l'Angleterre, parce qu'on parle souvent de l'Angleterre comme étant un système qui a fait sa révolution avant nous, et ils ont coupé une tête de roi aussi, hein, mais ça s'est mieux passé, on va dire. Le roi, la royauté existe toujours, mais elle est parlementaire. Eh bien, les Capétiens ont commencé cela, d'accord ? Et à l'époque de Saint-Louis, par exemple, un grand roi de France, Saint-Louis avait cet esprit de justice. Il ne faut pas imaginer le Moyen-Âge comme étant un système d'exploitation. Oui, il y a eu une période de fief avec les vilains, c'est-à-dire les villageois, ça vient de vilain, enfin vilain vient de villageois, vous ne pouviez pas quitter votre village, etc. Mais avec les grands événements comme la peste ou les grandes guerres qu'il y a eu en Europe, comme la guerre de 30 ans, ça a changé, ça a bousculé cela, hein, et les paysans sont devenus mobiles et allaient vendre leur travail au plus offrant. Mais voilà, donc il y a un début de système parlementaire à l'époque de Saint-Louis, par exemple, et le roi a mis en place des prévôts, c'est-à-dire des juges dans les régions. D'accord ? Ça, c'est aussi un début on va dire, de système plus démocratique. Alors, le pouvoir royal s'étend, bien sûr, il est toujours hiérarchique, hein, mais voilà, jusqu'au milieu du XVe siècle, il y aura un seul parlement, mais après, comme la population augmente, etc., il y aura des parlements locaux. Alors, on va arriver... Bon, je ne vous fais pas un cours d'histoire, d'ailleurs je ne suis pas historien, donc vous avez des vidéos qui sont très bien faites là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que j'essaie d'attirer votre attention, c'est que le système n'était pas, comme on peut l'imaginer, fermé, totalitaire, etc. Les gens avaient de la liberté à cette époque-là. Et donc on va arriver à Louis XVI. Et Louis XVI, si vous voulez, est l'héritier de cet esprit de liberté, cet esprit de parlement, etc. Et c'est un roi qui veut réformer Louis XVI, d'accord ? Parce qu'avant lui, il y a eu Louis XIV, il y a eu des grandes guerres, la France était un peu en faillite à cette époque-là. Donc il veut faire des réformes, il y a Turgot qui a des grands plans de réforme, apporter de la démocratie, mais aussi une économie plus libre, hein ? Mais ils seront un peu bloqués ces projets-là, d'accord ? Mais ils voulaient réorganiser les systèmes d'imposition et imposer les nobles, hein ? C'est-à-dire créer un impôt unique. Et ça, c'est assez révolutionnaire, hein, pour cette époque-là. Mais bon, ils voulaient imposer les nobles et le clergé, hein, attention. Alors, bon, ça s'est pas fait, mais c'est des prémices, vous voyez, c'est des prémices, c'est dans l'air du temps. Mais par contre, après, il y a Necker qui fait un audit économique et il est assez désastreux, hein. Et là, c'est sonnette d'alarme. Là, il faut faire quelque chose parce que la France est en faillite, hein, la France est en faillite. Il y a eu, si vous voulez, la guerre de Satan, la guerre d'Amérique, n'oubliez pas, hein, c'est sous Louis XVI, hein, la France a aidé l'indépendance de l'Amérique, mais ça nous a coûté très cher. C'est le début aussi du système capitalisme avec les colonies. Ça avait commencé avec John Law bien avant, enfin le siècle d'avant, mais qui avait mené une faillite, une belle faillite. Mais voilà, on arrive dans une crise financière. Sans doute la deuxième ou troisième grande crise financière du temps, de l'ère. Et elle vient du fait qu'il y a une énorme dette qui a été accumulée par les guerres, hein, les guerres de 7 ans et d'indépendance. Hein. Et on n'arrive pas à réformer l'économie. Le clergé ne veut pas se faire imposer, les nobles ne veulent pas payer. Et voilà. Et ça va tendre vers la Révolution française. Ça va créer la crise politique. Hein. Malgré les décrets de libre-échange, cette volonté de réforme, etc., les états généraux, Louis XVI lâche, si vous voulez, parce que le Parlement devient de plus en plus autonome. Il y a un système démocratique qui se met en place avec l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas suffisant. D'accord ? La révolution aura lieu quand même pour des raisons, je dirais, pour des raisons politiques, politiciennes, on va dire, d'accord ? Parce qu'on aurait très bien pu continuer comme ça, parce que les réformes allaient avoir lieu, d'accord ? Révolution ou pas, hein, d'accord ? Bon, voilà, donc la volonté de réforme commence avec Louis XVI, donc c'est la royauté qui veut se réformer, c'est pas les révolutionnaires qui ont tout inventé. Ça, c'est totalement faux. C'était dans l'air du temps, et quoi qu'il arrive, si la révolution n'avait pas lieu, les réformes auraient eu lieu tôt ou tard. C'était obligatoire.
Et l'aristocratie allait perdre ses prérogatives, c'était dans l'air du temps, et c'était quelque chose qui allait arriver, révolution ou pas. Hein. Bon voilà, donc en fait, bon, le pauvre Louis XVI, qui n'était pas le pire des rois, hein, vous voyez, bon, Marie-Antoinette, etc., mais voilà, il a payé, on va dire, un peu pour les autres. Donc c'est, voilà, d'un point de vue historique, on arrive après à la Révolution, bon bah ça vous connaissez, la terreur, la guillotine et ainsi de suite. Et là il y a un basculement qui s'opère, si vous voulez, puisque on va tuer le catholicisme, on va tuer la monarchie pour entrer dans un esprit capitaliste et libéral à la sauce un peu anglo-saxonne. Donc là ça va être ma transition pour la philosophie. Alors, la France, d'un point de vue, si vous voulez, philosophique, c'est quelque chose de complexe puisque ce sont des mélanges. La France n'est pas une race, comme les Anglais pourraient se définir, ou les Allemands, voire même les Hollandais d'ailleurs. La France, c'est le mélange, je le rappelle, d'une civilisation celte, très importante, gallo-romaine, donc gréco-romaine. Les Grecs étaient installés depuis très longtemps avant les Romains en France, hein, à Marseille notamment, mais pas que. Et il y avait déjà beaucoup d'échanges commerciaux entre les Celtes et les Grecs. Hein, ils se connaissaient parfaitement. Donc la civilisation gallo-romaine, puis les Francs arrivent, donc les Germains, et établissent un système hiérarchique, on va dire, ils apportent leur savoir-faire d'organisation, d'accord ? De meneurs d'hommes et d'organisation, d'organisateurs. Donc, et la France devient catholique. Donc la France est, si vous voulez, est l'Église, est la fille de l'Église. D'accord ? On dit souvent la France est la fille de l'Église catholique romaine, puisque ce sont les rois de France qui ont imposé cette religion. Pour le meilleur et pour le pire, je dirais, mais ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. Mais voilà, d'un point de vue philosophique, la France est extrêmement riche, puisque à travers les époques, elle a également hérité de ses colonies, de ses territoires d'outre-mer. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit catholique français est issu, si vous voulez, de quelque chose de très profond. Il n'y a, et là je vous cite donc Paul, Galates 3, 28, hein. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni hommes ni femmes, car vous êtes un, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'esprit catholique français. C'est-à-dire, en fait, ce qui fédère, c'est la religion, c'est pas la race, c'est pas le statut social non plus. Bon, même si ça reste tout de même, mais la race aussi, hein, faut pas non plus rêver. Mais enfin, c'est très différent des pays voisins, qui sont des pays beaucoup plus racialistes. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier à l'esprit français. C'est pour ça qu'on parle de peuple français, je parle de peuple français au pluriel, parce que ne serait-ce que sur les peuples, si vous voulez, souches, hein, un Français du Nord et un Français du Sud est très différent. Hein. Vous avez affaire à quasiment à un Flamand et à un Italien. C'est des mentalités différentes, c'est un art de vivre différent, mais pourtant ils sont français, ils sont fédérés par cet esprit de volonté française. Et c'est pas la Révolution qui a créé ça. Hein. Si Louis XVI avait continué ses réformes et que la Révolution n'avait pas eu lieu pour changer de pouvoir, parce que c'est des gens qui voulaient du pouvoir, c'est tout. Hein, je pense qu'on serait comme un peu comme l'Angleterre, on serait dans un système monarchique, mais démocratique. Hein. Ça serait pas pire. Peut-être même mieux, hein, à savoir, à voir, quoi. Donc, il s'opère, d'un point de vue philosophique, après les dernières grandes guerres contre les Anglais, la France perd, notamment la guerre de 7 ans, etc. Même si les États-Unis deviennent indépendants, les États-Unis vont eux-mêmes avoir une guerre civile et le Sud, qui était l'esprit français, l'esprit catholique, va perdre par rapport au Nord, qui est l'esprit anglais, protestant, WASP, donc racial. Peuple élu, le nouveau peuple élu, donc les WASP, les White Anglo-Saxon Protestantes. Et ça, c'est très différent. Là, c'est pas Sol qui gagne. Là, c'est la parabole des talents. Et la parabole des talents, je vais vous la lire. C'est quoi? C'est tout simplement... laissez-moi le temps de la retrouver. Alors, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs
et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. En fait, en gros, il fait du commerce, ou voilà, quoi, il en tire profit, et il en gagne 5 autres. Donc il en a 10 au total. Celui qui en avait eu 2 fait la même chose, donc il en gagne 4. Et celui qui en a reçu 1, à sa valeur, hein, vous vous souvenez, lui est inquiet, a un peu peur, et il a moins l'esprit d'entreprendre, et il va enterrer le talent. Il ne le dépense pas, hein, il l'enterre, il le protège, il l'enterre. Le maître revient. Celui qui en a 10 va le voir et dit, écoutez, voilà, maître, je vous la raconte l'histoire, hein, je ne le lis plus. Vous m'en avez donné 5, j'en ai 5 autres. Et là, le maître est très content, il dit, ah, c'est super, c'est génial, toi là, tu es bien. Celui qui en avait 2 revient avec 4, lui aussi, c'est très bien, bravo. Et le pauvre type qui en a qu'un seul, mais qui ne l'a pas dépensé, je le redis, hein, il l'a juste enterré, revient, et là, lui se prend l'engueulade du siècle. D'accord, et se fait expulser et traiter comme un malpropre. Et là, je vais quand même le lire, parce que, si vous voulez, ce que dit la Bible, c'est que celui-là, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Donc celui qui a 10 récupère le 1 du pauvre type, hein, d'accord? Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, d'accord? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En fait, on l'envoie en enfer. Voilà. Alors ça, c'est très particulier. Donc ça, c'est l'esprit libéral anglais. Alors, je caricature, bien évidemment, parce que tout peut être interprété, mais voyez la différence entre le catholicisme français qui veut tout nous réunir. Il n'y a plus ni juif ni grec. On est tous un en Jésus-Christ. Alors ça, c'est bien évidemment, ça peut être interprété aussi comme du socialisme, hein, mais le peuple français est un peuple social. Et la parabole des talents, qui est là, si vous voulez, le passage préféré des libéraux, et notamment de Charles Gave, mais il a conscience qu'il y a un problème dans ce texte-là, croyez-moi, hein, parce qu'on ne met pas les gens en enfer parce qu'ils enterrent de l'argent et qu'ils ne vont pas le faire fructifier. Hein, on ne tue pas les gens pour ça. Mais voilà, ça c'est quand même assez dur. Voilà, donc vous voyez, il y a chez les anglo-saxons, chez les libéraux, c'est le darwinisme. Chez les Allemands aussi, hein, chez les nazis, ils adoraient ça. Hitler, il adorait laisser ses généraux, il adorait Göring, laisser Göring se battre avec Röhm ou même avec Himmler. Hein. Voilà, il laissait la sélection naturelle se faire. Donc, chez les anglo-saxons, ça va au-delà de ça, puisqu'en même temps, c'est le nouveau peuple élu. Hein. Chez les protestants, les calvinistes, etc., vous êtes élu par Dieu, vous êtes choisi par Dieu. Si vous réussissez financièrement, c'est que Dieu vous a choisi. Vous voyez, donc ça, c'est la notion racialiste. Hein. On n'est pas tous unis en un, non, non. On est différents. Vous voyez, on sépare suivant ses capacités, etc. Et la France, elle, était plutôt on va dire, dans l'idée de Paul, tous réunis en un, en Jésus. Ça, c'est le côté un peu catholique. Alors, bien évidemment, je caricature, mais il faut caricaturer pour expliquer les choses. On va définir les Anglais comme étant racialistes, les Anglais allemands, hein, les Saxons, on va dire, les Anglo-Saxons d'une manière générale, racialistes, donc protestants, donc élus de Dieu, élitistes dans le sens où ils ont été choisis, où il faut faire fructifier l'argent, et celui qui n'y arrive pas, eh ben, lui, il peut aller en enfer. Hein, il peut aller en enfer, c'est pas très grave, il sert à rien, il sert à rien. Pour le catholique français, l'esprit de l'Église française, non, on est tous en un en Jésus, tout le monde est utile. Il n'y a pas de possibilité de remplacer les êtres humains. Les êtres humains ont tous une valeur parce qu'ils ont été créés par Dieu avant tout. Et donc, il faut les garder et chacun aura son utilité dans le groupe. Voilà. Alors maintenant, je fais ma transition vers la politique puisque elle est toute faite. Donc, vous avez d'un côté les anglo-saxons, les protestants qui sont à l'origine, on va dire, pas du capitalisme, parce que ça, avoir du capital, c'est du bon sens, hein, mais c'est à l'origine, si vous voulez, de l'ultralibéralisme, hein, si on peut dire. L'idée du libéralisme qui permet de se débarrasser des faibles, d'accord. Eux peuvent aller en enfer, et plus vous êtes riche,
plus vous êtes reconnu par Dieu et plus vous êtes élu. Alors ça, c'est une mentalité très particulière, hein. Elle n'est pas du tout française. Ça, c'est pas du tout catholique. C'est pas du tout quelque chose qu'on a en France. Alors ça pose un problème parce que, à l'inverse, les Français ont tendance à être pas suffisamment élitistes. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un équilibre entre ces deux extrêmes, bien évidemment. Il faut de l'élite, il faut faire fructifier l'argent, il faut du capital, ça s'appelle l'entrepreneuriat, mais il faut aider les plus faibles. Il faut du social. Et ça a été bien défini par De Gaulle, on peut dire, dans cet esprit donc capitaliste à la française et social à la française. Ouais. C'est quelque chose de particulier. Et là, aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, avec l'Europe actuelle, elle a totalement basculé dans le côté anglo-saxon. L'ultralibéralisme, qui est un capital de surveillance, qui s'est transformé dans un capitalisme de surveillance. Pourquoi? Parce que comme on n'est plus fédéré par la religion, on n'est plus fédéré, on n'est plus un en Jésus pour X raisons, il faut contrôler l'homme par le pouvoir légal, c'est-à-dire la force policière. D'accord? Donc voilà, ça politiquement c'est quand même très important de le comprendre parce que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une société, on va dire, entre guillemets, où nous étions unis dans une culture et une religion, etc., dans un système politique où on est unis par la force et le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire un néolibéralisme qui permet à peu de s'enrichir toujours plus. Donc c'est une concentration de force, de capitaux, et ça c'est très mauvais, parce que c'est du totalitarisme, hein. Et ensuite on va contraindre la population, les populations, puisqu'elles sont de moins en moins unies, par des rapports de force de plus en plus forts. Alors ça, c'est quelque chose que je pense que vous percevez, que vous avez déjà compris. C'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et alors, pour arriver à nous contraindre, il y a des méthodes. Hein. Il y a des méthodes de peur. On fait peur à la population. Donc, alors là, je ne dis pas du tout qu'on a inventé des maladies. Hein. Je ne dis pas qu'elles sont fortuitement créées, etc. Je dis juste que l'homme est opportuniste et on profite des situations. Tout comme la guerre en Ukraine, je ne pense pas que c'est Macron qui l'a inventé, enfin qui l'a créé. Mais voilà, on est opportuniste. On est opportuniste et là les derniers discours de Macron sont très intéressants parce qu'ils vont dans le sens de nous préparer à une guerre. Voilà. Donc ces gens-là sont prêts pour préserver leur pouvoir à aller vers une guerre totale pour garder on va dire leurs avantages, mais ce qui est en soi totalement idiot, parce que s'il y a réellement une guerre totale, je pense qu'on sera tous perdants, eux compris, les élites comprises. Hein. Mais voilà, donc la France a ce côté, si vous voulez, intéressant d'avoir plusieurs populations. Elle peut toujours fédérer ces populations autour d'un projet constituant la civilisation française, mais pour ça, il faut que ces gens, ces nouveaux arrivants, en aient le désir et la volonté. Et quand ils voient l'état de faiblesse du gouvernement français, l'état de pauvreté vers lequel nous avançons en France, la perte de vitesse. Je vous ai lu tout à l'heure la liste des inventions, mais depuis, on va dire, depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, il n'y a plus d'invention. Il n'y a plus d'invention en France. Alors, soit les gens qui ont du talent partent et vont faire leurs inventions ailleurs, mais la France est descendue au niveau des inventions à la 10e ou 12e place. Hein, le pays qui dépose le plus de brevets actuellement, c'est la Chine. La Chine, toujours les États-Unis, Japon, Corée, voilà. Mais en gros, c'est les pays asiatiques et toujours encore un peu les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis attirent encore à lui, par exemple, des Français qui vont créer leurs inventions là-bas, des chercheurs, des inventeurs, des entrepreneurs, parce que la France est en état de faillite. D'accord? La France est en faillite, elle est au bord de la guerre civile, parce qu'elle a été laissée aux mains de technocrates qui n'ont plus rien à faire du peuple français. Ce qui les intéresse, c'est leur agenda. Alors c'est cette grande Europe imaginaire, hein, idéalisée, qui ne peut pas fonctionner comme on la propose et qui permet aux ultra-riches de devenir plus riches et aux pauvres de devenir plus pauvres. Et la classe moyenne
la classe moyenne, c'est-à-dire la classe travailleuse, c'est-à-dire celle qui est le ciment, le béton armé de la France, est en train d'être anéantie. Du haut et par le bas. Du haut, par de plus en plus de contraintes de cette société du capitalisme de surveillance, et par le bas, par des migrations de plus en plus importantes et incontrôlées. La France a toujours eu la possibilité d'intégrer de nouvelles populations. Toujours. Mais il faut, pour que cela puisse fonctionner, que la France soit forte et qu'elle ait le temps d'intégrer ces populations dans un projet commun et que ces populations le désirent. Mais je pense que les dernières vagues de migrants n'ont pas ce désir-là. Je pense qu'ils veulent apporter avec eux leur civilisation, parce que celle qu'on leur propose, c'est-à-dire ce que le planning familial nous a expliqué la semaine dernière, qu'un homme peut être une femme, je pense que les nouveaux arrivants ne sont pas d'accord avec ça. Hein, ils ne sont pas d'accord. Donc, si vous voulez, si le projet qu'on leur offre ne correspond pas à ce qu'ils ont, eux, de manière traditionnelle, acquis dans leur enfance ou dans leur propre culture, eh ben, ils ne vont pas l'accepter, ils vont pas l'embrasser. Hein. Si la France était un pays fort, avec une culture qui tient la route, c'est-à-dire du bon sens, juste du bon sens, d'accord, et pas à la solde de ces lobbies financiers, mais aussi politiques, religieux, dogmatiques, parce que c'est des dogmes. Les Verts, le wokisme, le LGBTisme, tout ça, ce sont des dogmes, ce sont de nouvelles religions qu'on nous a imposées par le haut, par l'Europe, hein, par cette volonté de créer un nouvel homme, un nouvel individu, homme, femme, LGBT, tout compris. Je peux tomber enceinte demain, il faut que je fasse attention. Donc vous voyez, le paradoxe, c'est que les migrants qui arrivent, souvent de religion musulmane, ou alors chrétiens, mais à l'ancienne école, quoi, hein, traditionnelle, avec peu d'éducation, d'accord, donc on les a pas encore, on n'a pas encore nettoyé leur cerveau, reformaté le cerveau pour qu'un homme puisse être enceinte et que ça soit normal et bien. Eh bien, c'est eux qui risquent de faire une révolution, mais alors là, la France sera changée. Elle deviendra autre chose, un pays musulman peut-être. Et moi, ma conclusion personnelle, je vais dans la conclusion maintenant, c'est que on n'a pas énormément de pistes devant nous. Quelles sont les solutions? Alors, la première, c'est de se résigner et de dire que c'est foutu. Donc là, on crée nos espaces de paix. D'accord? C'est ce dont je parle dans Espace et Paix, c'est-à-dire en fait, si on ne peut pas prendre le pouvoir et sortir la France de cet enfer, c'est-à-dire de l'Europe, de ces lobbies de LGBT ou wokistes, mais aussi de l'ultralibéralisme. Une fois de plus, je suis libéral, je parle d'extrême, d'accord, de concentration de pouvoir entre peu. Si on ne peut pas prendre le pouvoir légalement, puisque c'est interdit de prendre le pouvoir illégalement, donc on va le prendre légalement. Si on n'y arrive pas et on ne peut pas le faire, eh bien il faut que les derniers Gaulois réfractaires recréer leur village. Il faut refaire des villages Astérix et vivre entre nous, entre gens qui s'entendent et qui s'aiment, qui ont le sens commun des choses. Ça, c'est Espace et Paix. On crée nos espaces de paix. Alors là, il y a des solutions intéressantes avec Monsieur Juving, qui, avec son franc libre, par exemple, ses comités du salut public, etc. Hein, c'est intéressant. Là, au moins, c'est quelque chose de concret. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout. Moi-même, j'ai acheté un peu de franc libre. Parce que si vous voulez faire des manifs sous les portes des premiers ministres et pleurer, ça ne sert à rien. Là, effectivement, il faut agir. Donc, soit on fait des communautés et on sort du système et on fait un État dans l'État. Voilà, ça c'est une solution. Ça c'est la solution 1. Solution 2, on essaye de prendre le pouvoir, donc on se relance dans la politique et on vise la 6e politique. La 6e République, pardon. Lapsus. Qui sera aussi une 6e politique. Et alors la 6e République, c'est vraiment redonner le pouvoir au peuple. Et on vire les partis politiques, effectivement, plus de partis politiques,
le pouvoir au peuple, c'est le RIC, c'est tout ça, etc. Mais le souci avec ce projet-là, c'est que même si de nouveaux partis, désolé, petite coupure, donc même si de nouveaux partis politiques sont arrivés, comme avec Zemmour par exemple, Reconquête, ça reste dans l'esprit de la Ve République, ça reste dans l'esprit de parti et donc de dogme politique. Et c'est ça le problème. Il faut vraiment sortir de ce système-là et redonner le pouvoir au peuple. Alors, mais ça, je ne sais pas comment politiquement on peut l'appliquer et le faire. D'autant plus que le vote blanc n'est pas pris en compte. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Là, donc, c'est l'objet d'un travail que je fais avec Jean-Marc Allier. Vous pouvez voir son interview dans les vidéos. Voilà, on réfléchit à ça. C'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place. Ça rejoint la solution numéro 1, dans le sens où si on n'arrive pas à prendre le pouvoir, eh ben, il faudra faire un État dans l'État. Voilà, il faudra faire notre 6e République à nous, entre soi. Et la troisième solution, c'est un changement civilisationnel. Révolution, émeute, ce que vous voulez, prise de pouvoir violente par ces migrants, par peut-être ces jeunes qu'on va dire de banlieue, et par une nouvelle religion. Sauf si la foi chrétienne refait un revival et reprend du poil de la bête, etc. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois les plus agressifs, les plus virulents, etc., ça reste les jeunes de banlieue et l'islam. Voilà. Et eux, ils ne sont pas d'accord avec le programme du planning familial. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc, est-ce que la France va basculer dans un islam radical dans une société de tradition peut-être. On ne sait pas. Mais quel est aujourd'hui, à quelques abbés chrétiens, catholiques qui ont un peu de l'agnac, etc., mais c'est extrêmement minoritaire. Voilà, donc je ne sais pas. Il est aussi possible que rien ne se passe et que le capitalisme de surveillance continue et que le peuple français est endormi à jamais et qu'à ce moment-là, solution numéro 1. Ceux qui ont envie de sortir du système sortent du système, créent leur espace de paix. On met de l'argent en commun, le franc libre, etc. Puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Le contrôle de l'argent est hyper important, d'autant plus que, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le monde des cryptos, pour ceux que ça intéresse, il y a eu des coups d'État, notamment sur ce qu'on appelle les stablecoins, qui sont des cryptos adossés au dollar. Hein. Là, aux États-Unis en ce moment, il y a des coups d'État dans le sens où soit on détruit carrément des cryptos ou soit on veut les contrôler. D'accord ? Donc le Bitcoin reste libre parce que c'est dans sa définition même, mais voilà, il y a des changements. C'est-à-dire en fait le capitalisme de surveillance progresse jour après jour. Et les événements en Ukraine, les événements des maladies qu'on nous dit si dangereuses, etc., ça c'est du contrôle de masse. Voilà. Et là, on nous prépare maintenant à aller jusqu'au bout contre la Russie. Et la Russie, c'est quoi? Ce sont les BRICS, d'accord? Ce sont les pays non alignés qui tiennent tête à l'homogénéité américaine. C'est-à-dire que ces pays-là veulent un monde multipolaire. Donc justement, un monde balancé où un pays comme la Russie veut pouvoir garder sa tradition et ne pas dire que c'est bien qu'un homme puisse tomber enceinte. Voilà, tout simplement. Eh bien, vous savez que l'Occident devient minoritaire dans le monde. Hein, moi, vivant au Cambodge, je peux vous le dire. Ici, si vous faites le planning familial français ici, les gens font une révolution, quoi. C'est totalement incohérent. Je pense que le monde occidental devient fou, s'auto-détruit, c'est une fin de civilisation. Enfin, je veux dire, c'est dingue, avec une sorte de suicide de nos élites dans la guerre en Ukraine. Gardez en tête que les Américains, eux, sont bien protégés, hein, sont loin. D'accord ? Donc s'il y a une catastrophe nucléaire, c'est les Européens qui vont morfler, c'est pas les Américains. Donc il faut bien, et pour l'instant, on obéit aux Américains. Et on obéit à des minorités, à des lobbies minoritaires qui nous imposent des idées totalement farfelues et folles, dangereuses, voire diaboliques. Donc voilà où on en est.
on est dans une période charnière. Donc, soit effectivement, on reste entre soi, espace et paix, on reste entre soi et on sort petit à petit, on sort de l'État, on fait un État dans l'État, le nôtre, avec notre argent, notre système, nos corporations, nos écoles, nos hôpitaux, nos garages, nos industries. Soit on prend le pouvoir légalement par un vote et on fait la 6ème République, un système sans parti, et donc tout ce dont on a réfléchi sur les ronds-points durant la période des Gilets jaunes, Étienne Chouard et d'autres, hein, le RIC, etc. Soit il y a une révolution, soit ça part en bain de sang, et là les extrêmes s'affrontent ou s'unissent. Attention, hein, les extrêmes peuvent s'unir contre ce capitalisme de surveillance, contre cette social-démocratie qui est devenue folle. Et qui va au suicide. Et qui veut vous suicider. Et qui a décidé que vous deviez vous suicider. Parce que Macron et la clique, enfin toutes les élites, eux, ils vont partir, quitte à partir sur Mars, hein, ils le feront. Ils le feront. Si la Terre devient invivable, ils partiront sur Mars. Voilà. Gardons espoir, puisqu'il y a des solutions. Mais je pense qu'il faut se préparer à faire nos espaces de paix. Donc je vous invite à lire Espace et paix, qui sera publié à la rentrée. Ça reste la solution la plus raisonnable. Préparer les espaces de paix en vue d'une prise de pouvoir politique, je le redis, pour mettre la 6ème République en marche. Et au pire des cas, il faudra faire une révolution. Et je pense que dans ce cadre-là, les extrêmes vont s'unir contre cette société décadente, folle, diabolique, qu'on veut nous imposer dans un suicide collectif. Enfin, même pas collectif, hein. On veut nous suicider, on veut nous, le peuple de France, on veut nous suicider. Mais l'élite, elle, non, elle, je vous dis, hein, elle partira sur Mars. Je suis très sérieux. Merci, à très bientôt.